Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le 4e chapitre du livre Psychologie spirituelle de Célie Maïssel, théorie et pratique. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder deux lois qui sont essentielles en psychologie spirituelle, la loi de la triade et la loi de l'octave. Tout d'abord, la loi de la triade. Elle nous dit que tout ce qui existe est le résultat de l'action conjointe de trois forces. Une force d'affirmation, qu'on appelle une force active, une force passive, qui, contrairement à ce que son nom indique, est une force bien agissante, et enfin, une force neutralisante. Donc la loi de la triade enseigne qu'à toute force d'affirmation s'oppose nécessairement une force de négation, et il s'agit d'inclure cette force dans le processus, sinon il y aura échec ou déviation de l'affirmation de départ. Donc concrètement, dans notre vie de tous les jours, il s'agit d'apprendre à intégrer les forces d'opposition en les considérant comme des obstacles à surmonter, comme des étapes nécessaires qu'il s'agit de franchir pour avancer. Donc, on considère que les forces d'opposition sont en fait des richesses supplémentaires qui nous permettent de renforcer notre intention de départ. Mais évidemment, pour pouvoir aborder les choses de cette façon dans notre vie de tous les jours, une base, c'est de bien se connaître, notamment de bien connaître ses qualités, ses points forts, mais aussi de connaître tous les aspects plus négatifs de notre personnalité, ce qu'on appelle la fausse personnalité. Et pour ce travail sur soi, un élément qui est très important, c'est de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui sont dans cette même dynamique de travail sur soi, d'évolution. Et cela est permis notamment dans les formations où on peut travailler en groupe. Donc, pour revenir à cette loi de la triade, on comprend l'importance, avant de commencer tout projet, de décider clairement et fermement au préalable que, quoi qu'il arrive, on intégrera tout ce qui se présentera sans dévier de notre intention de départ, de notre but. Si on ne fait pas cela, il y a de fortes chances qu'à la moindre opposition, vous réagissiez de façon mécanique. Et qu'est-ce que c'est, réagir de façon mécanique? Eh bien en fait, c'est se laisser aller à ces traits du caractère, la paresse, l'égocentrisme, la volonté de dominer, la peur, etc. Alors que si dès le départ, vous décidez clairement que quoi qu'il arrive, vous intégrerez ces éléments d'opposition, eh bien votre action a de fortes chances d'arriver à son terme. Alors vous allez peut-être me dire, mais concrètement dans ma vie de tous les jours, comment agit cette loi de la triade? Prenons un exemple très simple. Ce matin, je vais au marché. Et j'ai décidé de ne pas être agacée. On peut considérer que cette décision, eh bien, c'est la force d'affirmation. Aujourd'hui, je ne serai pas agacée. Quelle est la force d'opposition? Eh bien, j'arrive au marché, il y a beaucoup de monde, et une personne me bouscule plutôt violemment, et une autre me marche sur les pieds. Comment faire pour mettre en œuvre la force de conciliation dans cette situation? Eh bien, pour cela, il y a deux outils très précieux. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, on peut toujours recourir à ces outils. Le premier, c'est de se détendre. On sent une opposition, un agacement. On peut décider, là tout de suite, je lâche prise, je me détends. Je relâche toutes les tensions physiques. Et le deuxième outil précieux, juste après cette détente, c'est de prendre conscience de notre respiration. Juste ce petit temps d'arrêt permet de mettre en œuvre la force de conciliation. Cela m'aide à lâcher prise, à intégrer les oppositions. Donc voilà, ce qui nous permet de rentrer plus calme, plus tranquille chez soi, grâce à ce petit travail sur soi. Et si en plus vous avez votre journal sur lequel vous notez vos exercices, vous pouvez noter celui-ci. On peut considérer que c'est une petite victoire de réalisation de la loi de la triade. Donc, cette loi de la triade nous permet de comprendre que toutes les oppositions,
tous les conflits font partie intégrante de la vie. Rien n'existe sans opposition, et c'est précisément l'opposition qui nous permet de contacter la force de conciliation. Mais il est évident que si on ne connaît pas ce principe, on risque de tomber dans les plaintes à la moindre difficulté. Et donc ce que nous propose la psychologie spirituelle, c'est précisément d'apprendre à contacter cette force de conciliation chaque fois qu'un obstacle se présente. Donc voilà pour la loi de la triade qui s'applique à l'action immédiate, à toute création dans le moment présent. Maintenant, pour ce qui est de la loi de l'octave, eh bien, on va voir qu'elle nous montre comment les événements évoluent à travers le temps. Parce qu'en effet, la loi de l'octave introduit la notion de cycle. Et en cela, on peut considérer qu'elle neutralise l'effet destructeur du temps. Elle empêche que le temps soit linéaire. Par l'effet de la loi de l'octave, tout mouvement engagé dans une direction va subir, à des moments bien précis, des déviations. La loi de l'octave nous dit qu'il y a 5 déviations avant d'arriver à tout but qu'on s'est fixé, comme s'il y avait 5 chocs qui peuvent être représentés sous la forme d'un hexagone. C'est une forme géométrique à 6 côtés. Et donc je vous montre un schéma, donc j'ai fait un petit schéma de façon assez sommaire avec les moyens du bord, donc qui nous montre que la situation de départ, on a un but, normalement on va tout droit, mais avec la loi de l'octave, en fait, il y aura 5 chocs, 5 déviations avant de revenir au point de départ. Donc tout mouvement, s'il suit son cours normal, va suivre ce circuit-là. Et on comprend pourquoi c'est la forme hexagonale. Mais dans la mesure où, entre le point de départ et l'arrivée, du temps s'est passé, eh bien, on arrive à un autre niveau, à un autre plan, et c'est ce qui fait qu'en fait, l'hexagone se transforme en spirale. Et c'est pour cela qu'en psychoanthropologie, on dit que la spirale du temps est hexagonale. Ce sont des notions assez complexes que pour l'instant, je ne fais que survoler dans le cadre de la présentation de ce chapitre en quelques minutes. En tout cas, cette loi nous permet de comprendre qu'une des raisons pour lesquelles les activités humaines n'atteignent que rarement le but fixé, eh bien, c'est qu'au moment où les déviations ont lieu, le mouvement initial est détourné. Mais parfois, il est détourné de telle façon qu'il mène à l'opposé du but qui était fixé. Par exemple, si on pense aux révolutions, bien souvent, au départ, elles ont des buts nobles. Mais la plupart du temps, elles se terminent par la violence et souvent la dictature. Il suffit de penser par exemple au christianisme, qui se voulait à l'origine une religion de l'amour, de la fraternité. Eh bien, c'est au nom de ces valeurs qu'il y a eu des guerres de religion avec des milliers de morts. Donc le fait de connaître cette loi de l'octave va permettre d'atteindre ces buts. Parce qu'avec cette loi, on sait que les oppositions font partie du processus, on sait qu'il y aura plusieurs oppositions, et donc on se tient prêt à contrecarrer tous les chocs en restant bien ancré dans notre intention de départ, ce qui renforce notre volonté pour transformer l'opposition en simple obstacle à surmonter. De nouveau, je peux vous proposer un exemple plus ancré dans le quotidien, un exemple très simple qui va sans doute parler à certains d'entre vous. Prenons Dominique. Alors Dominique a pris du poids et donc il a décidé de perdre quelques kilos. Pour cela, il décide de ne plus manger de sucre. Donc ça, on va dire que c'est la force d'affirmation, c'est le but. Et une première force d'opposition arrive 3 jours après. Il est invité à l'anniversaire d'une amie. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il prend une part de gâteau et voilà. Dominique a été dévié de son but et son impulsion de départ est donc stoppée. Donc là, c'est juste un premier choc, mais on peut considérer qu'il peut y avoir comme ça d'autres événements qui vont faire qu'au final, l'action de départ ne va pas pouvoir arriver à son terme. Et donc, si on va un peu plus loin dans cette loi de l'octave, l'enseignement de la psychoanthropologie nous dit que toute octave qui est arrêtée est comme inscrite dans notre karma pour plus tard. Et parfois, plus tard, c'est même une autre vie. Et c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre la loi de l'octave
et le karma. On peut considérer que le karma, eh bien, c'est l'accumulation de toutes les octaves inachevées au cours d'une vie. Et comme vous le savez, dans ce livre Psychologie spirituelle, il y a de nombreuses propositions d'exercices pour que toutes ces notions ne soient pas que théoriques. Et notamment, pour ce chapitre sur la loi de l'octave, il est proposé de penser à une situation de votre vie où le résultat a été l'inverse de ce que vous vouliez. Donc là encore, il suffit de repenser à certaines situations, que ce soit des projets, des intentions que vous vous êtes fixées, et de voir à quel moment, eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit, comme dans l'exemple de Dominique et de sa volonté de perdre quelques kilos. Donc voilà, c'est vraiment le travail d'observation qui va permettre de devenir de plus en plus conscient de ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre des changements dans notre vie, pour changer nos habitudes, nos attitudes qui sont le plus souvent inconscientes. Et donc c'est ce que permet notamment la connaissance de cette loi de la triade et de la loi de l'octave. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Merci.